Ça commence à rentrer à nouveau. J'allais dire tant pis pour ceux qui viennent pas. Non? Bon, dommage. Parce qu'on va parler d'un sujet super. On va parler d'un sujet super, ça s'appelle les habilitations. Dans la cybersécu, on imagine toujours un café en Asie quelque part avec un hacker qui a une casquette, ou qui a une capuche et puis qui est en train de coder un truc. Ouais, ça y est, je suis rentré. Là, les habilitations, c'est ah, tu veux les droits, clic, c'est bon, tu les as. Vous savez tout ce que c'est une habilitation? Ouais. Bon, ok. On va quand même en reparler un petit peu. Hein. Euh, on va quand même en parler un petit peu. Donc, de quoi on parle quand on parle d'habilitation? Alors, je vais tout de suite bien séparer la notion d'accès de la notion d'habilitation. Parce que finalement, ce sont deux choses séparées. Alors, la plupart des grands vendeurs vous le vendent comme non, non, c'est un grand package, il faut tout faire. Non, c'est pas nécessaire. Les accès, c'est je peux arriver. Les accès, ça cherche à déterminer l'identité. L'identité, ça veut dire le même. C'est que moi, c'est bien moi qui me connecte. Je suis sûr que c'est bien la bonne personne qui se connecte, pour éviter les casseroles comme ça. Donc voilà, c'est juste l'accès à une zone. Et à partir de cet accès, je vais avoir des droits, je vais avoir la possibilité de faire des actions. C'est là que rentre l'habilitation. Et l'habilitation, ce n'est donc pas l'accès. Je pense que c'est bien clair. Alors pourquoi c'est important de spécifier les deux? C'est que l'accès, souvent, c'est quelque chose d'assez facile à casser. En cybersécu, on a tous le syndrome de la personne qui a laissé son post-it avec son mot de passe et son login parce qu'elle partait dans 10 minutes et que sa collègue n'était pas revenue, et c'est pas grave. Ça existe partout, il y a plein de choses qui permettent de faire de l'ingénierie sociale, de récupérer en gros les accès d'une personne et de se faire passer pour une personne. Donc c'est là où on va avoir le deuxième niveau qui va être l'habilitation. Donc, pourquoi on parle d'un rempart de plus? C'est parce que, en général, quand on vole l'identité, on a l'accès. Quand on est dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher tout de suite l'escalade de privilèges. L'escalade de privilèges, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de s'assurer que, avec les droits que j'ai là, je vais en avoir plus, et puis je vais pouvoir bien m'ancrer dans le système, je vais pouvoir bien m'ancrer, bien ajouter des nouvelles choses, je vais pouvoir me créer des comptes, je vais pouvoir installer des bombes logiques, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Et en général, quand je suis passé super admin, là c'est la merde. Là c'est la merde parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas forcément au courant. Un ransomware, il va tout doucement se diffuser dans le réseau. Et si les habilitations sont pas bonnes, c'est perdu et ça coûte très cher. Ça coûte très très cher, donc c'est pour ça que l'habilitation, même si c'est pas un sujet qui fait vraiment... ça fait pas super rêver quand même, des droits. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, et comme ça fait pas rêver, on a tendance à le laisser de côté. Voilà. Donc moi, je vais parler un petit peu de pourquoi c'est vraiment essentiel, et je vais essayer de vous convaincre de vous lancer dans le sujet, parce que comme en plus peu de gens veulent se lancer dedans, il y a de l'emploi. C'est pas comme un job saisonnier, mais presque. Alors, ce qui va être important, c'est de voir que la gestion des droits, ça va évoluer dans le temps par rapport à une entreprise. C'est-à-dire que quand je commence à avoir une petite start-up, une petite entreprise, je ne vais pas la gérer de la même manière que quand je m'appelle la Société Générale. Parce que bien entendu, la Société Générale, il n'y a jamais de souci, il n'y a pas de personne, aucun trader ne peut bypasser les règles de sécurité et faire perdre de l'argent à la société. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il aurait dû s'intéresser un petit peu plus à tout ça. Comment ça se passe au début? On fait les trucs à la main. Vous avez tous connu ça. Et encore, c'est vachement mieux qu'à une époque, parce que quand j'étais plus jeune, on n'avait même pas forcément d'habilitation, on n'avait même pas forcément de droit. C'était libre d'accès, les réseaux étaient flats, je pouvais faire ce que je voulais. Et donc là, les droits maintenant sont donnés à la main. Les habilitations, donc, elles sont déléguées aux outils, c'est-à-dire que je vais les donner les droits dans chacun des outils. Mais au moins, il y a quand même un minimum de niveau de protection. Bannière d'entreprise, on est trois. On va pas se faire un AD, c'est compliqué. Pas besoin. Gouvernance, non, on se connaît tous. C'est pas nécessaire de. Est-ce que je dois faire une recertification des droits sur Micheline? Non, c'est pas nécessaire. On se connaît, on se côtoie. Donc, pas de recertification des droits. Qui ne sait pas ce que c'est que la recertification des droits ici?
Bon, pour tous ceux qui n'ont pas répondu, qui ne savaient pas non plus, c'est le, le cycle qu'on va faire régulièrement de s'assurer que la personne elle a bien le droit d'avoir les droits. C'est-à-dire qu'on va passer des droits en revue, on va savoir qui a ces droits-là, et si la personne n'a pas le droit d'avoir ces droits-là, on lui révoque ces droits. Ça, c'est hyper important dans les plus grandes entreprises. Mais dans les petites, on s'en fiche, c'est pas grave. Après la start-up, on a la scale-up. Ça va à peu près jusqu'à une cinquantaine, 60, 70 maximum. Là, on commence à se poser un peu plus de questions parce que on ne connaît pas forcément tout le monde. On ne connaît pas forcément tout le monde. Le dernier stagiaire qui est arrivé, quand je suis le patron, je m'en fiche en fait. Et puis je suis le patron, j'ai pas besoin de m'intéresser au final à qui je vais donner les droits, je vais déléguer ça à quelqu'un. C'est là que va rentrer en place le ticketing. Hein, si je dis ITSM, tout le monde sait ce que c'est qu'un ITSM. Ok, Easy Vista. Non. Bon, un outil de ticket où je rentre un ticket, j'ai besoin des droits. Voilà. Mais par contre, ça, l'avantage, c'est que ça permet de tracer. Et quand c'est tracé, on sait à qui on a donné les droits, on peut refaire l'historique. Ça fait presque un équivalent un peu de CMDB pour les droits. C'est un début de base de connaissances. Les habilitations sont toujours déléguées aux outils. Bon, ça ne va pas changer. Par contre, l'annuaire d'entreprise arrive. Enfin, il était temps. Et on a une gouvernance centralisée parce que souvent, on va déléguer ces droits-là au CTO, parce que c'est celui qui a le plus de droits normalement, donc c'est lui qui va les faire. Donc c'est lui qui va centraliser tout ça et c'est lui qui va se poser la question des droits. Alors après, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en général, c'est une ou deux personnes qui vont se voir dévouer cette magnifique tâche et noble tâche de devoir donner les droits dans l'outil quand il aura le temps de dépiler ses tickets. Et les suppressions de droits, ça se fait quand le collaborateur s'en va. Et encore. Je me souviens avoir déjà vu des endroits où... mais lui, il est parti, ça fait 10 ans. Ah, il a encore les droits. Dommage. Et enfin, l'étape suivante, qui est normalement celle qui doit représenter un petit peu tout le monde ici, c'est la grande entreprise, la big company. Alors là, il y a... Ça, c'est un état idéal. C'est un état idéal, mais ce n'est pas le cas. C'est un état idéal parce que là, on aurait les droits qui seraient accordés et validés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai un outil qui me permet, moi, sans forcément avoir accès à l'AD, mais de manière un peu plus simple, de pouvoir donner les droits à telle ou telle personne, ou de l'inclure dans un groupe d'utilisateurs. Toujours sans rentrer dans le technique. Les habilitations sont centralisées et elles sont surtout fournies aux outils via des API. C'est-à-dire que la plupart des API, maintenant, on peut interagir avec elles pour pousser des droits à des utilisateurs. Ce qui fait que j'ai pu aller à la main, me connecter pour aller rajouter les droits. Je dépile mon ticket, je me connecte dans l'application en mode admin, je rajoute mes droits. Ça, c'est fini, normalement. L'annuaire d'entreprise est encapsulé, effectivement, on a un outil qui va le masquer et qui va éviter de faire des bêtises. La gouvernance est partagée avec les utilisateurs. Ça, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir un peu plus tard quand je vais vous parler du REX, il n'y a pas mieux que l'utilisateur pour savoir de quoi il a besoin. Il n'y a pas mieux que les utilisateurs et des groupes d'utilisateurs pour savoir de quoi ils ont besoin, de quoi ils n'ont pas besoin, et ce qu'ils doivent accorder à un nouvel arrivant. Et enfin, la recertification, maintenant tout le monde sait ce que c'est régulier. Il faut rester. C'est régulier. Alors si je vous donne les chiffres de chez BPI France, alors BPI France c'est une petite entreprise, une petite banque qui fait de l'investissement, qui fournit les prêts garantis par l'État, qui va financer des startups. Ça c'est quelques chiffres qui sont assez intéressants. 12 250 rôles simples, un rôle simple c'est une habilitation. 198 rôles composés, un rôle composé c'est un agrégat d'habilitation, ce qui va permettre de définir un profil. On va avoir 1474 personnes qui vont pouvoir faire de la validation des rôles simples, 205 des rôles composés. Et là, le petit chiffre qui est super intéressant, c'est 135 000 habilitations unitaires. 135 000 droits différents. Costaud, hein? C'est costaud. C'est pour ça que sur ces 135 000, on en a quand même 105 000 qui sont encapsulés dans des rôles composés. Donc vous imaginez, faire ça à la main, c'est plus possible. C'est plus possible. Et le problème, c'est que si on atteint une taille critique comme ça et qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire et dont je vais vous parler, eh ben c'est raté. C'est raté et ça coûte cher. Ça coûte très cher parce que, on va prendre un petit exemple, il y a le stagiaire qui est arrivé, 3 semaines après, il n'a toujours pas son PC.
Qui a déjà connu ça? Ah, voilà, tout le monde a connu ça. Je suis arrivé en interne, je n'ai pas eu mes droits, je n'ai toujours pas le droit d'accéder à la boîte mail parce que on ne sait pas pourquoi ça marche pas pour toi. Qui a connu ça? Voilà. Il n'y a rien de tel que l'exemple pour bien comprendre l'importance de tout ça. Donc voilà, une grande entreprise, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Alors je vais vous parler maintenant des pièges à éviter, et c'est là que la présentation va devenir un petit peu plus sympa. J'ai mis des images, notamment du Seigneur des Anneaux, parce que ça fait un peu plus cool. Mais c'est en gros ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et ça c'est le vrai retour d'expérience que je vous fais par rapport à BPI-France. Pour vous donner un peu d'historique, BPI-France, c'est un conglomérat de plein de petites banques qui se sont mis ensemble, avec des modèles d'habilitation qui étaient tous différents, et on n'a parfois pas été très très véloce dans l'intégration et dans la fusion de ces modèles d'intégration, d'habilitation. Donc c'était un peu compliqué. Alors, j'en suis occupé en partie. C'était dur. C'était très dur. C'est pour ça que le premier doux, c'est avoir une démarche de gouvernance et d'administration des identités. Donc l'identité, c'est pour l'accès, mais cette identité, après, on va lui coller des droits. Pourquoi c'est important d'avoir cette gouvernance? Justement pour plus avoir à faire le clic à la main, je t'ai rajouté les droits. C'est aussi, grâce à l'automatisation, d'éviter de donner les droits à la mauvaise personne. Si, je t'ai donné les droits, le ticket est résolu, mais non, je ne les ai pas. Et parfois, je sais pas, une personne aurait les droits de pouvoir dépasser trop fort les montants de son trading, et ça coûte des milliards d'euros, par exemple. On a aussi le fait de ne plus adresser de droits discrétionnaires. Alors c'est quoi un droit discrétionnaire? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ah ouais, ça, c'est pas mal. Des droits spécifiques pour une application ou pour une personne, et qu'on va avoir des droits, du coup, il n'y aura pas de. Ça va être un spectre continu, on va avoir des droits, enfin des objets spécifiques. C'est encore pire que ça. C'est presque ça. C'est presque ça. J'ai le pouvoir de donner les droits, je vais me passer de tous les tickets, je vais me passer de tous les profils et je vais te les donner parce que je te connais, tu es sympa et je sais que tu dois bosser sur le sujet. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que ça veut dire que moi, avec mon profil, je vais avoir des droits supplémentaires que je ne suis pas forcément censé avoir et surtout qui ne vont pas être certifiés. Parce qu'ils ne sont pas dans une grille de profil. Donc c'est des droits unitaires. Les droits unitaires, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Et justement, on en parle. Un quid de la validité des droits dans le temps et des besoins de recertification. Si vous n'avez pas de démarche de gouvernance, recertifier, vous ne savez même pas ce que c'est de toute façon. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se lancer tout seul dans l'aventure. Alors ça, c'est très très important parce qu'à l'époque maintenant d'Internet, avec toutes les documentations, tout ce qu'on peut lire, on a l'impression qu'on est très fort et compagnie, et que ça va juste se limiter à la partie technique. Non, ça ne se limite pas qu'à la partie technique, il y a une partie fonctionnelle hyper importante et qui va nécessiter une connaissance, du savoir-faire, de l'expérience. En plus, il y a plein de solutions qui existent sur le marché, il y a des intervenants très très bons qui vont venir vous apporter toute cette connaissance et qui vont vous éviter de faire les bêtises que vous devriez faire. Donc les intégrateurs, là ça vaut le coup quand même de prendre de la prestation pour ça. Ça vaut le coup d'avoir des gens qui vous mettent le pied à l'étrier. C'est bien. Voilà, c'est bien. Donc pas tout seul. Parce que sinon c'est une aventure qui se termine mal. On sait comment ça s'est passé là. Il a réveillé un dragon. Ça... Ouais, non, surtout pas. Parce que les habilitations, ça peut être un dragon. Ça peut vous péter au visage. Alors, comme toujours, on a besoin de héros. On a besoin de héros parce que les héros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le sujet en main et ils vont surtout rentrer dans le détail. Je sais que c'est... voilà, on parle d'un truc comme ça qui est un peu bizarre, les habilitations, tout ça, c'est pas sexy. Il n'empêche que c'est quand même hyper costaud. La moindre modification du modèle d'habilitation, ça a un impact sur toute l'entreprise. L'outil qui permet de donner les droits, il tombe en panne pendant une semaine. Une société comme BPI-France, qui a à l'heure actuelle 6500 personnes, c'est des centaines de personnes qui sont au chômage technique, parce qu'elles ne peuvent pas bosser, parce qu'elles arrivent. Quand il y a des périodes de stage et compagnie, alors là c'est catastrophique, il y a 300 stagiaires, ils ne peuvent rien faire. Donc la moindre chose, la moindre modification, c'est très très impactant.
Et surtout, quand on se lance dans une solution, revenir en arrière, c'est pas terrible. L'autre point important, c'est que ça paraît logique, mais ce sont vos habilitations. En fait, les habilitations, c'est pas les habilitations du héros qui va s'occuper de porter le sujet, ce sont les habilitations des utilisateurs. Et vous êtes dans vos entreprises, vous êtes des utilisateurs. Donc ce sont vos habilitations à vous. Imaginez que quelqu'un donne les droits que vous avez. C'est pas terrible. Hein, c'est à vous de vous poser la question de quoi j'ai besoin, c'est quoi mon profil, et mon collègue de quoi il a besoin. Pas aller trop loin. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Donc la mauvaise gestion des habilitations, effectivement, la capacité à travailler si jamais ça se plante, mais tout simplement si l'outil n'est pas bien configuré, ou si je dois continuer à faire des droits discrétionnaires pour 300 stagiaires qui viennent d'arriver, c'est pas possible. Et puis voilà, il faut le suivi dans le temps, parce que le projet de passer de je donne les droits à la main à j'ai un outil qui va aller se connecter sur des API de tous mes outils pour les mettre à jour, les bons droits comme il faut, et les supprimer quand la personne n'est plus là, ouais, c'est un peu costaud. Voilà. Il ne faut pas, bien entendu, sous-estimer la tâche. Il ne faut pas sous-estimer la tâche parce que c'est long, hein, comme je vous l'ai dit, d'une part. C'est long, voire c'est très long, et j'ai même envie de dire que ça ne se termine jamais. Ça se termine jamais parce que, en fait, une entreprise, ça vit. Et la vie, c'est le mouvement. Et donc, tous les modèles d'habilitation, c'est le mouvement. Donc, ça suit ça. Donc, ça se terminera jamais. Bon, ok, c'est pas une super nouvelle, mais quand même. En mettant correctement les moyens, en automatisant, on va récupérer l'argent qu'on avait avec le ticketing. Hein, si je clique sur des boutons et si en plus je délègue ça à mes utilisateurs et que c'est facile pour eux de le faire, en plus ils sont responsabilisés, waouh, une épine de moins dans le pied, hein, c'est plutôt pas mal. Impliquer le support, je pense que c'est évident. Hein, votre support, allô, j'ai pas les droits. Ça, le support, il l'entend régulièrement. Donc si c'est pas bien fait, si le support n'est pas impliqué, s'il n'est pas au courant, attention, on a un problème avec les habilitations, si vous ne le prévenez pas, il va vous le faire payer après. Voilà, les évolutions constantes, l'administration quotidienne, même après la livraison finale. En fait, il n'y a pas de livraison finale, hein, je suis désolé, on ne jette pas l'anneau dans le feu du cratère central, non, ça continue. C'est une lutte sans cesse. Agilité. L'agilité, c'est bien l'agilité. C'est bien l'agilité ici, pourquoi parce que comme on est sur quand même quelque chose qui se répète et qui est long dans le temps, c'est d'une part l'itérativité de l'agilité et le fait de livrer des petits lots, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, c'est le côté user-centrique. Hein, c'est le côté user-centrique, ce sont vos habilitations. Donc si les équipes qui font les habilitations ne viennent pas vous voir et vous rendre service, ça sert à rien. C'est pas terrible. L'effet tunnel, c'est pas bon non plus. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais la mise en production qu'on a faite d'un outil avec 2 ans de mise en place, il a fallu 6 mois pour rattraper le truc, pour stabiliser les choses. Non, plus jamais. Alors moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et c'est sur moi que c'est tombé. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, un effet tunnel, c'est pas bon. Mais alors vraiment pas bon du tout. Surtout que l'impact il est direct sur les utilisateurs, il est direct sur la capacité à travailler. Et comme par hasard, on va tirer sur celui qui essaie de ramasser les choses. Et puis tiens, un autre truc qui est très très important, c'est que dans un modèle d'habilitation, comme ce sont vos habilitations, les habilitations d'une team ne sont pas les habilitations de l'autre team. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vos besoins spécifiques, eux ils ont leurs besoins spécifiques, là-bas ils ont encore d'autres besoins. Donc c'est important que chacun puisse exprimer et comprenne ce que c'est qu'un modèle d'habilitation, et puisse faire son modèle d'habilitation. Et ça, au travers de l'agilité, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est le plus important. Ne déléguez jamais la totalité du projet à un intégrateur. On a fait cette bêtise. Pendant un temps, mais on a fait cette bêtise. Quand il part, ou qu'il vous annonce qu'il part, et que vous n'avez personne, et bien là, c'est compliqué. C'est très très compliqué, parce qu'en plus, les profils pour gérer des habilitations sur le marché, c'est rare. C'est rare. Les gens, ils n'ont pas envie de bosser dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas envie de bosser dedans, donc c'est très 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 important d'avoir ces ressources en interne.
Hein, donc les porteurs de projets, il faut en avoir plusieurs, hein, parce que si jamais il y en a un qui a envie de partir, ou si jamais il y en a un qui a un accident, ou autre chose, il faut qu'il y en ait plusieurs. Mais il faut aussi qu'il y ait des compétences techniques, il en faut. Pas forcément la totalité de l'équipe, mais il en faut. La perte de connaissances, c'est catastrophique. Hein. La perte de connaissances, c'est catastrophique. Quand tout le monde est parti et que là, il faut remonter une équipe from scratch qui doit en plus faire du rétro-engineering sur tout ce qui s'est passé et sur les coquilles que l'intégrateur a laissées, ça coûte cher. Ça coûte très 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 cher. Donc voilà, ça c'est certainement le meilleur, le truc à retenir, c'est mettez des moyens humains à vous dans ce suivi au long terme. Sinon il n'en sort que des mauvaises choses. Et enfin, il faut choisir son calendrier. Pourquoi il faut choisir son calendrier? La mise en prod, on l'a fait fin juin, une semaine avant l'arrivée des stagiaires et des nouveaux arrivants de l'été. Il y a 400 personnes qui sont arrivées. Pendant un mois, elles n'ont pas pu bosser. Voilà. Donc c'était pas bon, c'était pas le bon moment. Moi j'étais arrivé en mai. Voilà, j'ai pas eu le choix. Pas faire d'activation massive, donc on va faire la même chose que sur l'agilité, hein. On va peut-être y aller périmètre par périmètre, parce que bien entendu, on a fait une activation pour tout le monde. Donc en plus, l'outil était sous l'eau, comme on n'a pas fait tous les bons tests de perf et tout. Donc ça c'est vraiment, c'est pas bon, vraiment pas bon. Je ne peux que vous dire, voilà. Je ne peux que vous dire de faire attention à ça. Je suis allé vite finalement. Hein. On va conclure, mais je vais vous parler un petit peu de cyber-résilience quand même après. Qui a une démarche ici de gouvernance et d'administration des habilitations dans sa boîte? Ah quand même. Ah ouais. Ah bon bah chouette, c'est bien. Donc faites-vous accompagner. Même si c'est temporaire, n'hésitez pas à demander plusieurs intégrateurs différents. Parce qu'ils ont chacun leur petite spécificité, ils ont chacun leurs outils particuliers. Faites attention à ceux qui vous vendent des packages complets. Hein, parce qu'il y a beaucoup de grandes sociétés qui disent non, accès et habilitation ensemble. Donc ils vont vous refourguer un outil de gestion d'accès, plus un outil d'habilitation. Une fois que c'est vendu, que vous avez les licences pendant 3 ans, après il n'y a plus personne. Impliquez-vous, impliquez vos équipes. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis, hein, c'est important. C'est important parce qu'il faut sensibiliser les utilisateurs que vous êtes. Et c'est important, si vous n'avez jamais entendu parler de tout ça, posez-vous la question en retournant dans vos sociétés. Comment ça se passe chez nous? Comment ça se passe? Parce que là, on peut trouver des loups. Hein, on peut trouver des loups. Et le petit message subliminal qui est caché dans l'image, hein, to be continued, je vous le redis, ça ne s'arrêtera jamais. En plus, de toute façon, les outils évoluent en permanence. Ça se trouve, ce que je vous ai dit là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ce n'est plus valable. J'en doute un petit peu. Hein, les habilitations, maintenant, ça commence à être quelque chose d'assez clair. Même si le sujet ne paraît pas sexy, il faut y mettre les moyens, sinon ça va vous coûter cher. Et juste pour faire un petit corollaire par rapport à la résilience, parce qu'on entend beaucoup parler de résilience, c'est normal, hein, en plus on fait de la cybersécurité. Je vous le redis parce qu'au début je suis peut-être passé un peu vite dessus. Une fois que vos accès sont compromis, le modèle d'habilitation, c'est un niveau de résilience. C'est un vrai niveau de résilience. Donc ça fait partie des outils de résilience sur lesquels on peut faire du chaos. Et surtout, c'est quelque chose que vous devez mesurer. C'est-à-dire que dans votre estimation de votre niveau de résilience, la cybersécurité au niveau de la capacité de personnes extérieures à rentrer sur le système, la gestion des habilitations, le patching, toutes ces choses-là, ça fait partie de la cyber-résilience. Donc les habilitations, c'est la cyber-résilience. Ça devient tout de suite un petit peu plus cool. Voilà. J'ai fini. Alors, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Vous étiez venu pour parler d'habilitation défense et autres. Non. Si vous avez des questions, c'est le moment.
N'hésitez pas, je n'aurai aucun filtre pour vous. Soyons transparents. Quel outil, quel prestataire choisi? Ah mais je peux pas le dire là. Alors la question c'est quel outil, quel prestataire choisi. Je peux pas le dire devant la caméra. Non, ok, on en parlera. Mais par contre on en parle après. Oui. Et à un moment donné, tu expliques que tu peux pas. On comprend que c'est pas une bonne pratique de donner tes grants à une autre personne, en gros, ce qui est logique. Par contre, souvent, ce qu'on voit dans les modèles comme ça de permission, c'est qu'il y a des rôles qui regroupent plusieurs, qui sont des sets de permissions en fait. Donc c'est bien qu'il y ait une nécessité de faire un set de ces permissions et de les accorder à quelqu'un. Est-ce que c'est quand même une mauvaise pratique dans ce cadre-là? Alors de faire des rôles composés, oui, ça c'est une bonne pratique, c'est obligatoire. Ah oui, en fait ce qu'il faut c'est ne pas donner de droit unitaire. Donc si on revient sur la notion de rôle simple et de rôle composé qu'on avait au début, ce qu'on est censé donner c'est des rôles composés. 1, 2, 3 rôles composés. Parce que sinon le droit unitaire, ça revient à faire du clicodrome. Quand tu as 135 000 habilitations et multiplié par 6500 personnes, non, c'est pas jouable. Donc oui, c'est une bonne pratique, c'est même certainement une des meilleures pratiques à faire. En général, c'est souvent la dernière étape. Pour donner un petit peu plus d'informations là-dessus, c'est là où on a vraiment besoin d'impliquer les utilisateurs. Parce que c'est eux qui vont être capables de définir le profil. Souvent, bon, je pense que ça vous avez déjà vécu aussi, vous allez voir des gens du métier, et les gens du métier ils disent « c'est des trucs techniques ça, les habilitations c'est les droits là, c'est pas pour nous ». Et en fait non, les habilitations c'est pas technique, c'est leur outil à eux, c'est eux qui les définissent. Moi je sais pas ce que le métier il veut faire, je sais pas quel est son niveau d'exigence, je ne sais pas si pour une raison X ou Y il faut donner des droits ou pas donner. Non, je sais pas du tout, c'est eux qui le font. Donc les DSI en général ne peuvent pas être responsables de la création de ces rôles composés. Oui. C'est parfait parce que j'allais justement poser la question, c'est parce que pour moi la DSI est quand même responsable de la sécurité du site. Comment s'assurer qu'un utilisateur demande uniquement les droits dont il a besoin? Comment assurer le contrôle de l'autorisation de droit pour un utilisateur ou pour un utilisateur? Si au final on se contente juste de prendre la demande de l'utilisateur et finalement on considère que c'est lui qui a la connaissance, puisque la responsabilité de la sécurité elle est à la DSI et plus précisément à la SSI, comment s'assure de ce contrôle? Alors, la SSI va être là pour poser le cadre. Elle va poser l'outil, elle va poser la possibilité à l'outil de pouvoir créer ces fameux rôles composés. Quand tu vas demander à quelqu'un ou quand tu vas faire une demande de droit pour quelqu'un, c'est souvent pas la personne qui va faire la demande de droit pour elle. Elle va faire partie d'un groupe. Ensuite, qui va valider ces droits-là? C'est pas la SSI, c'est le métier. C'est le responsable du groupe. Donc dans le groupe que tu as d'utilisateurs, tu vas définir quelques utilisateurs clés qui vont avoir le droit de dire « Oui, lui, il nous a bien rejoint, il fait bien partie de notre équipe, je valide ses droits. » Donc tu as une personne qui va faire la demande de droit et tu en as une autre qui va valider. Et c'est jamais la personne qui veut le droit qui va avoir son droit. Ça, c'est quand un outil bien fichu, il te permet de faire ça. Ça s'appelle du SOD. Segregation of... c'est un truc de ségrégation des droits. Grosso modo, tu fais une grille et tu ne peux jamais avoir une personne qui s'occupe de la totalité de la grille. Voire même, tu peux bien voir tes schémas d'attribution. Et là, quant à ça, tu es sûr que tu ne peux pas demander les droits et te les attribuer. Ça répond à ta question? Oui. Ça, tu as parlé du besoin d'avoir une politique de révocation des droits, ou du moins de réétudier les droits des différentes personnes. Comment tu fais pour faire ça sans avoir un opérateur qui est obligé de venir chercher tous les droits un par un et de revérifier auprès de la personne, est-ce qu'il est bien là, est-ce qu'il est là? Comment tu fais ça sans que ça coûte un temps infini? Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de la recertification sans que ça coûte trop cher en gros. Il n'y a pas le choix. Il faut le faire régulièrement. Alors après, tu n'es pas obligé de le faire toutes les semaines. Ce qui est important, c'est que plus tu vas déléguer aux petits groupes ce droit-là, plus la liste va être courte. C'est pour ça que c'est pas une bonne pratique que la SSI ou des gens de la DSI soient responsables des droits. C'est pas eux qui sont responsables de savoir que Madame Michu qui est arrivée, elle a bien le droit d'avoir ces droits-là.
Moi, personnellement, je m'en fiche complètement, c'est pas mon rôle. Par contre, la personne du métier qui a intégré Madame Michu, bah, si elle est partie et qu'il lui a pas révoqué ses droits, et qu'il y a une cyberattaque, et que le compte de Madame Michu est utilisé, c'est lui qui est responsable. Donc c'est une vraie délégation. Et l'intérêt de cette délégation, c'est qu'elle entraîne une responsabilisation, et surtout une compréhension de l'habilitation par les utilisateurs. Et c'est souvent cette étape de recertification où là, d'un coup, les gens qui disaient « mais non, c'est technique, c'est pas mon rôle de donner des droits », là d'un coup ils comprennent « ah mais ouais, mais c'est moi qui sais si elle a le droit d'accéder ou pas aux données ». Donc c'est obligé de le faire, donc il faut laisser passer. Mais par contre, tu ne pourras pas éviter le fait de repasser tes droits un à un. Pour faire suite à sa question, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait une intelligence humaine, mais il n'y a pas d'outils sur le marché, par exemple, qui existent pour justement faire cette recertification du droit, etc. Alors, la question c'est est-ce qu'il existe des outils qui permettent de faire la recertification de droit? En automatique, non. Mais par contre, de simplifier l'export, oui. C'est-à-dire qu'on va prendre un rôle, par exemple, un rôle composé, qui va être composé d'un ensemble de droits, et ben tu vas pouvoir demander un export de tes utilisateurs qui disposent de ce droit-là. Donc ça va, bon, ça fait un peu comme si tu avais un fichier Excel en gros et que tu devais cliquer, mais il n'empêche, ça te le simplifie quand même. Mais la machine, comment est-ce qu'elle sait que Madame Michu est arrivée, qu'elle a bien le droit de faire ça? En fait, à son arrivée, Madame Michu, elle peut être mise par défaut dans un droit. C'est-à-dire qu'effectivement, elle vient d'arriver, on sait qu'elle va avoir tel rôle. Donc la RH, quand elle va créer sa fiche, elle va dire qu'elle est de tel rôle. Donc il peut y avoir une attribution automatique de ces rôles-là. Après, est-ce que c'est nécessaire de revalider la totalité de tes droits, de tes profils, si ton profil ne bouge pas? Non. Donc tu n'as même pas besoin de le faire. Ce qui va être important, c'est sur les droits discrétionnaires. Et ce qui va être important, c'est aussi sur parfois la liste de tes utilisateurs. Si tu le fais, c'est pas par plaisir, c'est parce que parfois tu as oublié qu'il y a une personne qui est partie. Ou alors, il y a une personne qui est partie en arrêt maladie, ça va faire 1 mois maintenant, et il faut lui révoquer ses droits. Et ça, tu n'as aucune intelligence qui pourra le faire pour toi. Oui. Associé à la révocation des droits, se pose souvent le problème d'un accès aux données. Alors, soit un accès aux données pour le groupe de travail, soit la personne à qui on a révoqué les droits, qui doit récupérer son mail ou des choses comme ça. C'est pris en compte dans les habilitations ou c'est un problème séparé? Je suis pas sûr d'avoir bien saisi la question. Quand on révoque les droits, Ouais, quand on révoque les droits. on n'accède plus à un applicatif. Oui. J'accède plus à mon mail, j'accède plus à une appli métier, etc. Dans ces applications, je peux avoir des données de travail qui n'étaient pas forcément partagées, parce que c'est moi qui y accédais. Je peux avoir quelques mails personnels que je veux récupérer. Est-ce que ces aspects-là de que deviennent les données de personnes dont les droits sont révoqués sont pris en compte dans ce schéma d'habilitation, ou c'est un problème complètement séparé lié à l'applicatif? Alors après, j'ai envie de dire, ça dépend des droits, de la gestion fine des droits dans les applicatifs. En général, les données ne sont pas supprimées. Personne n'y a accès, ou alors un super utilisateur, mais les données ne sont pas perdues. Il suffit de redonner les droits à la personne. Ah bah oui, mais à un moment, pareil, les boîtes mail, hein, j'ai plus accès parce que je suis parti de la boîte. Au bout de 6 mois, ma boîte mail, elle est supprimée, c'est normal. Non, après, après c'est la répartition des données aussi. L'habilitation et la donnée, bon, la donnée après, de manière intelligente, l'utilisateur, si c'est qu'il va partir, bah, il va fournir ses dossiers, il va fournir, voilà, il va quand même faire un certain nombre d'actions. Mais non, c'est pas trop le travail de l'habilitation de gérer ces données-là. D'autres questions? J'imagine que ça passe forcément déjà par est-ce que les RH maîtrisent bien les postes et les types de postes? J'imagine que forcément ça passe par un profil finalement d'un collaborateur qui rentre. Il est comptable, il a le droit à ça, il est opérationnel sur le terrain, il a le droit à ça. Mais il faut déjà qu'au moins la RH ait une vision claire sur les postes et éventuellement les droits associés. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut que les RH soient bien formés aux habilitations? Alors, c'est important qu'elles sachent ce que c'est. C'est pas forcément important qu'elles aient une idée du contenu. Souvent,
Bon, c'est pas que les RH qui font passer les entretiens. Donc en général, il y a des personnes du métier aussi. Donc les personnes RH en général vont créer la fiche utilisateur, ils vont créer l'identité. Et une fois que l'identité a été créée, elle va passer dans les mains de des responsables qui ont fait souvent passer le dernier entretien. Donc c'est eux après qui vont faire l'affectation de rôle. Donc les RH, oui, elles doivent savoir ce que c'est, mais elles vont plus travailler au niveau de l'identité. D'autres questions? On a le temps. Hein. Qu'est-ce que je fais de mes Keycloak auxquels j'ai branché quand même la SSO? Qu'est-ce que je fais de mes Keycloaks? Les Keycloaks, c'est pour l'authentification, ça. C'est ça, et l'habilitation pirate aussi. Ça fournit aussi des habilitations, les Keycloaks? Parce que pour moi, c'était juste de l'accès. Des groupes, parce qu'il y a des groupes, et Ouais. ça fait, oui, c'est ça, ça fournit de l'IDC, et de plus. Ben, c'est presque une sorte d'annuaire supplémentaire. Donc ça peut être accordé au final à ton outil d'habilitation. C'est-à-dire que ton outil d'habilitation, en fonction de ton modèle, quand tu vas créer ton identité, bah, si tu as besoin de synchroniser avec un annuaire, avec 2 annuaires, avec 3 annuaires, en général ton outil d'habilitation, il le fait. Et puis si tu as besoin d'accorder des droits dans plusieurs outils, y compris dans d'autres outils qui gèrent des habilitations, ouais, la plupart des outils du marché sont capables d'aller décrire dans de l'AD, d'aller écrire dans de l'ISDS, d'aller décrire dans un LDAP quelconque. Donc ouais, c'est pas forcément à mettre à la poubelle. Ça, c'est parce que du coup, je connais une entreprise auquel où il y a des Keycloak pirates parce que du coup, le système en place étant non performant et catastrophique, du coup, ils se sont dit autant monter nous-mêmes la chose, on met le SSO comme ça. Quand la personne part, son compte sera sorti du SSO, elle perdra. Ah, ça c'est catastrophique par contre. Ça c'est catastrophique. Bah, ça c'est typiquement l'exemple de l'habilitation et du modèle de gouvernance qui est inefficient ou qui n'existe pas. Bah, on va voir des gens un peu techniques qui sont obligés de s'en occuper. Donc ils vont le faire avec leur niveau de connaissance et en général en droit discrétionnaire. Donc c'est pas bon. Alors après faut voir l'écosystème, mais ça peut voir le coup quand même de rechallenger un petit peu la gouvernance globale des habilitations. Ouais. Oh, c'est chaud. Oui. Sur ce type de gestion d'habilitation, est-ce qu'il y a des solutions en open source qui existent? Alors, sur les gestions d'habilitation, existe-t-il des solutions open source? Certainement. Certainement, à la limite, on peut presque le refaire soi-même. Hein. Dans certains cas, c'est pas forcément très compliqué. Mais quand la taille devient un petit peu critique, bon, ça vaut peut-être le coup d'avoir un éditeur en plus. Alors après, il y en a 2 ou 3 gros, vraiment gros. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais quand en général on est devenu la big entreprise, du pognon on en a. Et vaut mieux... je pense que c'est intéressant de pouvoir s'adosser sur un éditeur s'il y a un problème. Éditeur n'empêche pas open source. Mais après, en open source, tu as des briques qui peuvent être en open source. Hein, tu peux avoir, si tu prends un OpenLDAP, tu peux pousser tes habilitations dedans. Enfin, tu peux pousser un stockage dedans. Mais après, en solution pure qui fait la gestion de l'habilitation, je sais pas, je t'avoue que moi, j'ai toujours été avec des solutions payantes. J'ai pas forcément creusé plus que ça. Parce que comme BPI France est une structure semi-étatique, bah on est obligé de bien mettre en concurrence les différentes solutions. Et si l'open source est un peu bancal, ce qui a dû être le cas, on est parti sur une solution payante. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah bah oui, voilà, une autre. Oh, on peut en poser autant que vous voulez, hein, de toute façon, c'est l'intérêt de l'exercice. C'est le but. C'est le but. L'outil d'habilitation, normalement, il est censé être là pour donner certains droits discrétionnaires parce que tu es obligé, tu ne peux pas tout automatiser.
J'en ai parlé très rapidement à un moment, mais j'ai parlé d'applications connectées. Une application connectée, c'est quoi? C'est une application qui va me fournir une API et qui va me permettre, quand j'ai un profil, d'aller pousser mes informations directement dedans. Donc ça, c'est de l'automatisation. Le but, c'est que les personnes n'aient que des rôles composés et qu'elles arrivent, elles en ont un et elles ne bougent plus. Là, si c'est ça, tu n'as même plus besoin de toucher à ton outil d'habilitation. Bon. Ouais, j'ai jamais vu ça nulle part. Et surtout, en plus, dès qu'on commence à rentrer dans des droits tech ou des trucs un peu fins, c'est fini. C'est fini, tu peux plus faire d'automatisation. Et puis, à un moment, c'est l'automatisation à outrance, faut s'en méfier. Ça sert à rien de tout automatiser. Ça répond à ta question? Profitez-en, hein, parce que c'est le moment de poser. Non? Ah, si, encore une. Désolé pour ceux qui voulaient partir. Merci pour la conférence déjà. Et une question, juste le mot n'a pas été prononcé, vous n'avez pas parlé d'IAM dans tout le truc. Parce que Non. c'est différent. Parce que pour vous, c'est le contrôle d'accès d'IAM ou c'est la solution d'IAM qui doit gérer aussi ces habitations? Alors, je n'ai pas parlé d'IAM. Donc la question c'est pourquoi j'ai pas prononcé le mot IAM. IAM, c'est très connoté technique. C'est très connoté technique et souvent c'est beaucoup plus axé sur les accès. Axé sur les accès, c'est joli ça. Donc en général, les solutions d'IAM sont plus des solutions d'accès que des solutions d'habilitation. Donc l'IAM, c'est plutôt la partie je vais me connecter. Je vais m'authentifier. Donc des outils comme ForgeRock, Okta, mais qui vont proposer après des solutions d'habilitation. Alors j'ai pas dit de bêtises, hein, on est bien. On est tous là. Voilà, si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous libère, il est 15h46. Merci à vous. Juste comme ça, avant que vous partiez, qui est convaincu maintenant que les habilitations, c'est bien? Bon, déjà avant, bon, ok. Merci. On a hors caméra. La question du